Une étoile née dans l'ombre, les racines et le parcours bouleversant de Marion Cotillard avant la révélation de sa maladie. Lorsque l'on évoque Marion Cotillard, le visage qui se dessine dans les esprits est celui d'une femme à la beauté énigmatique, au regard profond, au talent protéiforme, capable d'incarner tour à tour Édith Piaf, une militante écologiste passionnée ou encore une femme écartelée entre raison et passion dans les plus grandes productions hollywoodiennes. Mais derrière cette façade éclatante se cache une histoire humaine, complexe, tissée de douleurs enfouies, de combats silencieux, d'ambitions brûlantes, et plus récemment, d'une maladie cruelle qui a fait ressurgir chez elle l'essence même de la vie. Ce premier chapitre revient sur les origines de Marion, son ascension fulgurante, mais aussi ses silences, ses blessures cachées et les prémices de cette bataille contre la maladie qui allait bouleverser son existence. Une enfance bercée par les planches. Née le 30 septembre 1975, à Paris, Marion Cotillard grandit à Alfortville, puis à Orléans, dans une famille baignée dans l'art. Son père, Jean-Claude Cotillard, est un ancien mime, comédien et professeur de théâtre, tandis que sa mère, Nizema Teio, est elle aussi comédienne et professeure d'art dramatique. C'est dans ce cocon artistique que Marion développe très tôt une sensibilité particulière pour l'expression scénique, l'émotion brute, le besoin de dire sans parler, de ressentir sans être vue. Enfant, elle se réfugie souvent dans l'imaginaire. Elle écrit, invente des mondes, joue des scènes entières, seule dans sa chambre. Déjà, sa voix se module selon les personnages qu'elle s'invente. Sa solitude n'est jamais triste. Elle est fertile. Marion est une observatrice du monde, une âme qui absorbe tout, qui écoute les silences, les tremblements, les détails que les autres ignorent. Très jeune, elle comprend que la scène, le cinéma, ne sont pas des divertissements, mais des moyens d'expression existentiels. Les débuts d'une vocation douloureuse. À l'âge de 16 ans, elle entre au Conservatoire d'art dramatique d'Orléans où elle reçoit une formation classique. Très vite, elle se distingue par son intensité, sa capacité à se fondre dans un rôle jusqu'à en perdre sa propre identité. Cette immersion totale lui vaut l'admiration de ses professeurs, mais cache déjà les prémices d'un mal profond. Une tendance à s'oublier elle-même, à donner son corps et son esprit aux autres, à ses personnages, à son public, jusqu'à se vider intérieurement. Ses premiers rôles à la télévision, notamment dans des séries françaises comme Highlander, ne lui apportent pas de reconnaissance immédiate, mais forgent en elle une résilience rare. Chaque audition ratée, chaque porte qui se ferme, l'endurcit. Elle apprend à encaisser sans rompre. Pourtant, déjà, des signes de fragilité apparaissent. Insomnie, crise d'anxiété, perfectionnisme maladif, troubles alimentaires furtifs. Mais Marion tait tout. Elle sourit, elle brille, elle avance. La révélation douloureuse de la môme. En 2007, la môme explose comme une bombe dans le paysage cinématographique mondial. Dans le rôle d'Édith Piaf, Marion Cotillard livre une performance hallucinante, troublante, viscérale. Elle se rase les sourcils, se déforme le corps, modifie sa voix, rétrécit son souffle pour devenir, non pas une interprète, mais une réincarnation. Ce rôle lui vaut un César, un Golden Globe, un BAFTA et un Oscar, une première pour une actrice française dans un film en langue étrangère. Mais peu de gens savent que ce tournage fut un véritable supplice physique et mental. Marion entre en dépression à la fin du tournage. Pendant plusieurs mois, elle ne sait plus qui elle est. Elle rêve de Piaf, entend sa voix, ressent ses douleurs. Elle est tentée. Le succès ne compense pas le vide qui s'est creusé en elle. Déjà, certains médecins lui conseillent de consulter, de ralentir, de prendre soin de sa santé mentale. Mais Marion refuse. Elle se dit fatiguée, épuisée, mais jamais malade. Elle est une actrice. Et une actrice n'abandonne jamais. La décennie dorée est silencieuse. De 2008 à 2018, Marion enchaîne les chefs-d'œuvre, Inception, The Dark Knight Rises, Deux jours, Une nuit, Allied, Mal de pierre. Elle tourne avec les plus grands, Christopher Nolan, les frères Dardenne, Jacques Audiard. Elle devient l'icône d'un cinéma exigeant, à la croisée des mondes francophones et anglophones. Sur les tapis rouges, elle est radieuse. Mais à l'intérieur, une fatigue chronique s'installe. Elle souffre de douleurs articulaires inexplicables, de maux de tête lancinants, de palpitations. Les médecins parlent de stress, de syndrome post-burnout, de surmenage. En 2015, lors d'un tournage en Pologne, elle s'effondre en coulisses. Perte de connaissance, nausées, tremblements. L'équipe médicale évoque une crise de panique aiguë. Marion refuse l'hospitalisation. Elle reprend le tournage dès le lendemain. « Ce n'était rien », dira-t-elle plus tard, « juste une faiblesse passagère ». Un diagnostic longtemps repoussé, ce n'est qu'en 2021, après des années de signaux d'alerte ignorés, que Marion Cotillard accepte de subir une batterie d'examens médicaux. À ce moment-là, elle souffre de douleurs constantes, de vertiges fréquents, d'une perte de poids inexpliquée et d'une insomnie chronique sévère. Son entourage commence à s'inquiéter sérieusement. Son compagnon, Guillaume Canet, insiste pour qu'elle consulte un spécialiste reconnu à Paris.
Après plusieurs semaines d'analyse, le verdict tombe. Marion est atteinte d'une maladie auto-immune rare, difficile à diagnostiquer, qui attaque progressivement les organes internes et le système nerveux. Le nom précis de la pathologie n'a jamais été révélé publiquement, mais certains proches parlent d'une forme agressive de lupus ou de sclérose systémique. Le choc est immense. Marion s'effondre. Elle qui a toujours nié sa douleur, minimisé ses symptômes, se retrouve confrontée à une réalité irréversible. Son corps est en guerre contre lui-même. La décision de se retirer, en 2022, au sommet de sa carrière, alors que plusieurs projets internationaux l'attendent, Marion annonce une pause indéfinie. Les médias parlent d'un break artistique. Elle refuse toute interview. Son agent évoque un besoin de repos, mais la vérité est plus grave. Marion est entrée dans une phase de traitement intensif, avec hospitalisation régulière, traitements immunosuppresseurs, rééducation. Elle passe plusieurs mois en convalescence dans le sud de la France, à l'abri des regards. Elle médite, écrit, passe du temps avec ses enfants. Mais surtout, elle commence à enregistrer des messages audio, des fragments de pensée, des souvenirs, des lettres adressées à ses proches. Ce sont ces enregistrements qui, des mois plus tard, seront appelés par les médias les dernières paroles de Marion Cotillard. Un silence chargé de sens. Le premier chapitre de ce récit s'achève là où commence l'attente. Marion Cotillard, star planétaire, vient de disparaître des écrans, mais entame en silence la plus grande performance de sa vie, celle de survivre. Ses paroles, d'abord intimes, deviendront bientôt le témoignage le plus bouleversant de sa carrière. Ses proches commencent à comprendre que derrière son mutisme se cache une volonté. Transmettre un message, une confession, peut-être même un adieu. Et ce ne sera qu'au chapitre suivant que nous plongerons dans ces paroles précieuses, chargées d'émotion, d'humanité et de vérité. Les enregistrements secrets, quand Marion Cotillard décide de parler, le silence peut être un refuge. Mais parfois, il devient un poison. Pour Marion Cotillard, qui a toujours préféré taire ses douleurs pour ne montrer que la lumière, la maladie fut un déclencheur. Un jour, à l'aube de ses 47 ans, dans une chambre blanche d'un centre médical au bord de l'Atlantique, elle s'est assise, seule, un dictaphone à la main. Et elle a commencé à parler. Je n'ai jamais su dire que j'avais mal. Le premier enregistrement date du 2 février 2023. La voix est encore assurée, mais on sent la fatigue. Elle parle doucement, comme si elle se confiait à une amie invisible. On l'entend dire « Je crois que j'ai passé la moitié de ma vie à faire croire que tout allait bien. On m'a appris à être forte, à ne pas me plaindre. Être une femme dans ce métier, c'est aussi ça. Avaler, encaisser, sourire. Et moi je l'ai fait. Trop bien peut-être. » Elle raconte, sans colère, comment son besoin de perfection l'a poussée à ignorer les signaux de son corps. Comment elle s'est perdue dans les rôles, oubliant de vivre pour elle-même. Je me suis souvent réveillée sans savoir qui j'étais. Je confondais mes personnages avec mes propres émotions. Piaf m'a hanté pendant des années. J'ai cru que c'était normal, c'était juste toxique. Une confession sur la maternité et la peur de l'absence. Dans un autre enregistrement, daté du 15 mars 2023, Marion aborde un sujet qu'elle avait toujours gardé tabou dans les médias, la maternité. Devenir mère, c'est ce que j'ai fait de plus beau, mais aussi ce qui m'a rendue plus vulnérable que jamais. Je regarde mes enfants et je me dis, et s'ils devaient grandir sans moi? Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est leur chagrin. Elle parle longuement de Marcel et de Louise, ses enfants avec Guillaume Canet. Elle évoque les petits gestes, les bras autour de son cou, les regards silencieux quand elle cache sa douleur, les dessins qu'il dépose sur son lit d'hôpital. Je ne veux pas qu'il me voie comme une femme qui s'éteint. Je veux qu'il se souvienne de la maman qui chantait fort, qui faisait des grimaces, qui les faisait rire. Elle laisse des messages pour eux, des mots d'amour, des conseils pour plus tard, des encouragements pour leurs rêves. Ce sont les seules fois où sa voix tremble vraiment. J'ai aimé follement, parfois mal, mais toujours sincèrement. Dans les bandes suivantes, Marion revient sur ses relations amoureuses, notamment avec Guillaume Canet. Elle parle de la complexité d'aimer quand on est sans cesse en représentation. Avec Guillaume, ça n'a jamais été simple. On s'est choisi, perdu, retrouvé, abîmé, soigné, mais il est le seul homme qui ait su voir en moi autre chose qu'un rôle. Il m'a connue fragile, féroce, perdue, lumineuse. Elle admet que la maladie a resserré leurs liens, qu'ils se sont parlé comme jamais auparavant, qu'ils se sont retrouvés dans le silence, dans les regards. Elle dit dans un souffle « Je lui ai demandé pardon, pour mes absences, mes fuites, mes silences. Il a pleuré, et moi aussi. » Elle évoque aussi des amours de jeunesse, des blessures sentimentales, des erreurs. Elle ne nomme personne, mais on sent le poids des regrets. Pas de rancune, juste une tendresse mélancolique pour ce qu'elle fut, pour ceux qu'elle a aimés, mal ou trop fort. Un regard lucide sur la célébrité, tout ça est illusion. Un des enregistrements les plus troublants est celui du 12 avril 2023. Elle y parle du monde du cinéma sans filtre. J'ai été adorée, portée au nu, et puis oubliée, critiquée, déformée. Les tapis rouges, les flashs, les interviews, de tout ça c'est du vent. Une distraction, une fuite en avant.
Elle raconte une anecdote glaçante. En 2018, alors qu'elle vient de finir une tournée de promotion épuisante, elle s'effondre dans sa loge, seule. Personne ne remarque son absence pendant des heures. Elle comprend alors qu'elle est remplaçable, que le monde continue sans elle. Ce métier m'a donné le vertige, la reconnaissance, l'adrénaline, mais aussi la solitude. Une solitude que personne n'imagine quand on voit vos photos en couverture. Elle critique l'industrie, mais sans amertume. Elle veut juste remettre les choses à leur place. Ce que je laisse derrière moi, ce n'est pas un Oscar. Ce sont mes enfants, mes choix, mes vérités. Les souvenirs d'enfance. Je revois mon père me faire rire. Dans les derniers enregistrements, Marion revient à l'essentiel. Son enfance, sa famille, les moments simples. Elle parle avec émotion de son père, Jean-Claude Cotillard. Il m'apprenait à respirer, à m'immobiliser, à écouter le silence. C'était un mime, mais il disait plus en un geste que bien des mots. Elle évoque aussi sa mère, Nissema Teios, qu'elle décrit comme une étoile discrète, toujours présente, toujours aimante. Elle parle de la maison familiale, du jardin, des livres, des spectacles improvisés. Je me souviens d'un soir d'été, j'avais 10 ans. Il pleuvait, on était trempés, mais on riait. C'est ce souvenir-là que je veux emporter. Je ne veux pas qu'on dise que j'étais courageuse. Dans ce qui semble être le dernier enregistrement, daté du 10 juin 2023, Marion parle doucement, presque en chuchotant. Elle dit « Je ne veux pas qu'on dise que j'étais courageuse. Je n'ai pas été une héroïne. J'ai juste essayé de rester moi, jusqu'au bout. » Elle remercie ceux qui l'ont accompagnée, ses amis fidèles, ses partenaires de cinéma, ses proches. Elle demande à ce que ses cendres soient dispersées, là où les vagues sont douces et le vent silencieux. Elle conclut par une phrase simple « Si vous m'avez aimé, souvenez-vous de moi en train de rire. » Puis des plus rien, le silence. Un trésor intime devenu testament public. Ces enregistrements ont d'abord été conservés par sa sœur, puis partagés, avec l'accord de sa famille, sous forme d'un recueil sonore intitulé « Ce que je n'ai jamais osé dire ». Le projet, porté par un collectif de proches et de cinéastes, a été publié quelques semaines après son décès officiel, en octobre 2023. Le monde découvre alors une Marion Cotillard différente, fragile, sincère, sans maquillage. Des millions d'écoutes, des hommages du monde entier, des lettres de fans bouleversés. Les mots de Marion deviennent viraux, touchant même ceux qui ne l'avaient connue qu'à travers ses films. Elle n'avait jamais eu besoin de jouer pour émouvoir, juste de parler vraiment. Le dernier tournage, quand l'art devient remède. Il existe des instants où la fiction dépasse la réalité, où les rôles joués ne sont plus des échappatoires, mais des miroirs. Pour Marion Cotillard, son dernier tournage n'a pas été un simple contrat, ni même un baroud d'honneur. Il fut une sorte d'acte de rédemption, un adieu artistique à un monde qu'elle avait tant aimé et tant craint. Dans ce chapitre, nous explorons les coulisses de cette œuvre posthume, les confidences poignantes autour de sa préparation, les transformations physiques et spirituelles qu'elle a endurées et comment, face à l'agonie, elle a réussi à transformer la douleur en beauté. Une proposition inattendue. C'est au début de l'année 2023, alors que Marion Cotillard vit repliée dans une maison au Pays Basque, que le réalisateur belge Thomas B. Devos, un cinéaste indépendant encore peu connu du grand public, lui envoie un scénario. Intitulé « Les silences de l'écume », ce projet raconte l'histoire d'une femme atteinte d'une maladie incurable qui, en retournant sur les lieux de son enfance, tente de faire la paix avec son passé. Le scénario, épuré, poétique, brut, bouleverse Marion. Elle appelle le réalisateur 2 jours plus tard. « Je veux faire ce film. Mais à une condition, je ne veux pas qu'on cache ma maladie. Je veux tourner avec ce que je suis aujourd'hui. » Thomas, d'abord surpris, accepte. Pour lui, il s'agit d'un immense honneur, mais aussi d'une responsabilité écrasante. Il comprend qu'il ne filme pas simplement une actrice, il filme une vérité. Un tournage hors norme. Le tournage débute en avril 2023 sur la côte bretonne, dans une petite maison près de Quiberon. L'équipe est réduite au strict minimum, 8 personnes, pas de maquilleuse, pas de lumière artificielle. Marion refuse tout artifice. « Je ne veux plus être embellie. Je veux qu'on voit ce que la vie a fait de moi. » Elle arrive chaque matin, souvent faible, appuyée sur une canne, parfois accompagnée d'une infirmière. Mais dès que la caméra tourne, une étincelle renaît. Son regard brille d'une intensité que l'équipe décrit comme surnaturelle. Le chef opérateur confiera plus tard « C'était comme si elle brûlait de l'intérieur. Elle ne jouait pas, elle transmettait. » Malgré les douleurs, les nausées, les épisodes de fatigue extrême, Marion refuse les pauses prolongées. Elle répète peu, tout est instinctif. Chaque scène est tournée dans un ordre chronologique, pour mieux coller à la dégradation physique de son personnage et de la sienne. La scène du miroir. Parmi toutes les scènes du film, une en particulier marque l'équipe à jamais. Il s'agit d'un plan-séquence de 8 minutes où le personnage de Marion se regarde dans un miroir et se parle à elle-même. Aucun dialogue n'était prévu. La caméra tourne, Marion improvise. Elle commence par se regarder, longtemps, puis elle parle à son reflet. « Je t'ai tant détesté,
Je t'ai maquillée, déguisée, travestie, je t'ai cachée. Aujourd'hui tu es nue et tu es belle parce que tu es vraie. » L'équipe, bouleversée, ne peut retenir ses larmes. À la fin du plan, le silence règne. Marion sourit faiblement et murmure « On peut passer à la suite. » Une actrice face à ses limites physiques. Physiquement, le tournage est un défi constant. Marion souffre de troubles neurologiques intermittents. Certains jours, elle perd l'usage partiel de ses jambes. D'autres, elle a du mal à articuler. Un médecin est toujours présent à proximité, prêt à intervenir. Mais elle continue. Elle s'accroche à chaque plan comme à une prière. « Chaque scène que je tourne, c'est une victoire sur la mort », dira-t-elle dans un carnet de bord. Elle refuse les doublures, même pour les scènes les plus simples. Dans l'une d'elles, elle doit courir sous la pluie. Elle tombe 3 fois. Elle se relève, elle saigne du genou, elle insiste pour continuer. « Je ne veux pas qu'on me protège. Je veux qu'on me filme telle que je suis. Une femme en train de tomber et de se relever. » Une équipe bouleversée. Les témoignages des membres de l'équipe sont unanimes. Tous parlent d'un tournage hors du temps, hors des règles, hors de la logique du cinéma industriel. Le réalisateur raconte « Marion nous a changés. Ce film n'a pas été une œuvre mais une expérience humaine. Nous avons tous été confrontés à notre propre vulnérabilité. Elle nous a obligés à regarder la vérité en face. » Même les techniciens les plus aguerris parlent d'un tournage mystique, silencieux, suspendu. Certains soirs, après une scène particulièrement éprouvante, Marion restait seule, sur la plage, face à l'océan, en silence. Personne n'osait la déranger. Le dernier jour de tournage est fixé au 23 mai 2023. La scène finale montre le personnage de Marion marchant lentement vers la mer, puis s'immergeant jusqu'à disparaître sous les vagues. Il fait froid, le vent est fort, Marion tremble, le médecin veut l'en dissuader, elle insiste, on tourne. Elle entre dans l'eau, pas à pas, regardant la caméra droit dans l'objectif. Aucune peur, aucune hésitation. Elle avance jusqu'à ce que seules ses épaules dépassent. Puis elle lève les yeux au ciel et sourit. La caméra coupe. Ce sera son dernier plan filmé, un adieu digne et bouleversant. Une semaine après la fin du tournage, Marion est hospitalisée pour complications. Elle n'en sortira plus. Mais elle semble apaisée. Elle reçoit quelques proches, lit de la poésie, écoute de la musique. Elle demande à revoir quelques extraits du film. Elle les visionne en silence, puis dit à Thomas B. Devos « C'est exactement ce que je voulais dire ». Elle meurt paisiblement le 17 juillet 2023, entourée des siens. La sortie posthume de Les Silences de l'écume. Le film sort à titre posthume en décembre 2023, dans une poignée de salles art et essai, puis est sélectionné en séance spéciale à la Berlinale 2024. Il bouleverse la critique. Le New York Times parle de « l'adieu le plus sincère et déchirant qu'une actrice ait jamais filmé ». Le Monde écrit « Ce film n'est pas seulement un testament, c'est une offrande. Marion Cotillard y offre sa douleur, son espoir, sa vérité, et par là même, elle touche à l'universel. Les spectateurs, eux, sortent en silence, souvent en larmes. Beaucoup décrivent une expérience transformante. Le film devient culte quand l'art guérit ce que la médecine ne peut soigner. Les Silences de l'écume n'est pas un film sur la mort, c'est un film sur l'acceptation. Marion Cotillard y montre, une dernière fois, que l'art peut guérir les blessures invisibles, que la caméra peut être un miroir et que l'authenticité est la plus belle forme de courage. Le tournage fut son combat, le film, sa victoire. Et pour ceux qui l'aimaient, c'est un cadeau qu'elle a laissé derrière elle, un film qui, comme elle, restera vivant longtemps après le silence. Héritage d'une étoile, ce que Marion Cotillard laisse au monde, quand une étoile s'éteint, la nuit paraît plus sombre. Mais certaines étoiles, même après leur disparition, continuent d'éclairer les chemins de ceux qui restent. Marion Cotillard, disparue à seulement 47 ans, n'a pas seulement laissé une filmographie prestigieuse ou des récompenses internationales. Elle a transmis un souffle, une sincérité rare, une manière d'exister qui dépasse les projecteurs. Ce chapitre final rend hommage à ce qu'elle a légué, au-delà du cinéma, dans l'âme collective. Un impact artistique au-delà des frontières. Avec plus de 50 films à son actif, Marion Cotillard a marqué les plus grandes scènes internationales. Mais ce qui frappe dans l'héritage qu'elle laisse, ce n'est pas la quantité, c'est la profondeur. De La Môme à 2 jours, une nuit, de Rust and Bone à Les Silences de l'écume, elle a incarné des femmes brisées, entières, instables, lumineuses, avec une authenticité bouleversante. Son jeu ne trichait pas. Il creusait, il dénudait. Des actrices de toute génération disent aujourd'hui que Marion a changé les règles, que grâce à elle, il n'était plus nécessaire de se conformer aux attentes plastiques, à la perfection factice, qu'il était possible d'être fragile à l'écran, et que cette fragilité pouvait devenir force. Témoignage d'actrices inspirées. Adèle Haenel, elle a ouvert une brèche. Grâce à elle, j'ai compris qu'on pouvait jouer avec le cœur ouvert, même quand ça fait mal. Léa Seydoux, elle incarnait une autre idée de la beauté, une beauté vivante, imparfaite, honnête. Emma Watson, travailler un jour avec elle était un rêve. Elle n'était pas juste actrice, elle était vérité incarnée, une conscience écologique et humaine.
Longtemps avant que cela ne devienne une tendance, Marion Cotillard avait placé l'écologie au centre de ses engagements. Ambassadrice de Greenpeace, voix forte pour les droits de la planète et la justice sociale, elle avait une vision du monde profondément interconnectée. Elle s'était rendue en Amazonie pour dénoncer la déforestation, avait porté la parole des femmes afghanes, soutenu les réfugiés climatiques, parlé de la souffrance animale. Et toujours avec discrétion, sans slogan criard, sans caméra la plupart du temps. Je ne suis pas une militante, je suis une citoyenne du vivant. Dans ces derniers mois, affaiblie, elle avait demandé que ses biens soient partagés entre ses enfants et plusieurs associations environnementales. Son testament moral était clair, ce n'est pas la célébrité qui compte, c'est ce qu'on en fait. Un legs intime, les mots murmurés. Au-delà de ses films et de son engagement, Marion a laissé un trésor d'une autre nature, ses enregistrements audio retrouvés après sa mort. Le recueil « Ce que je n'ai jamais osé dire » est aujourd'hui étudié dans certaines écoles de théâtre, mais aussi en faculté de philosophie, de littérature, de psychologie. Ces mots, dits dans La fièvre ou La paix, touchent parce qu'ils sont nus. Ils ne cherchent pas à émouvoir, ils disent simplement ce que nous taisons tous, la peur de mourir, la beauté d'un instant, le regret d'un geste manqué, l'amour non dit, le pardon à soi-même. Je ne voulais pas partir sans avoir dit qui j'étais, sans avoir remercié ceux qui m'ont regardé avec des yeux pleins de vie. Ces phrases, gravées sur bande magnétique ou enregistrées dans son téléphone, ont été compilées avec soin par sa sœur et offertes au public dans un coffret limité, illustrées par des dessins de Marion elle-même. Le deuil collectif d'une génération. Sa disparition a provoqué une onde de choc mondial. Sur les réseaux sociaux, dans les rues de Paris, dans les écoles de théâtre à Montréal, Rome, Buenos Aires, Tokyo, des hommages spontanés ont fleuri. Des projections nocturnes de ces films ont été organisées dans des cinémas de quartier comme dans les grandes salles d'art. Des anonymes ont laissé des bougies, des lettres, des mots griffonnés sur des papiers froissés. « Merci Marion, tu nous as appris à aimer la vie. Ta voix résonnera toujours. » À Orléans, sa ville de cœur, une place a été renommée « Place Marion Cotillard ». Une école d'art dramatique y porte désormais son nom. À Cannes, une palme spéciale à titre posthume lui a été remise par Juliette Binoche devant un public debout, silencieux, ému. Un message d'éveil pour les vivants. Mais ce que Marion Cotillard a légué, plus encore que des images ou des mots, c'est une conscience nouvelle, celle de vivre pleinement. Son dernier film, Les silences de l'écume, est étudié dans les cercles thérapeutiques comme un exemple d'art-thérapie ultime. Il aide les patients en fin de vie à parler, à se dire, à s'accepter. Son témoignage a aussi touché les soignants, les aidants, les psychologues. Une médecin témoigne dans un colloque. Marion a fait plus en 6 mois de confession que certains protocoles en 6 ans. Elle a rendu la vulnérabilité belle, digne, humaine. La lumière après l'ombre. Il est rare qu'une artiste transcende autant les limites de son art, de son époque, de sa condition. Marion Cotillard l'a fait. Non pas en clamant, mais en murmurant, en acceptant d'être filmée dans sa vérité. En disant enfin ce que beaucoup taisent, la fatigue, la peur, le doute, mais aussi l'amour, le pardon, la beauté fragile du monde. Elle n'a pas eu besoin d'un dernier grand rôle, elle a eu besoin de vérité. Aujourd'hui, son nom est prononcé avec respect, tendresse, reconnaissance. Elle est devenue, malgré elle, une sorte de mythe moderne. Pas pour ce qu'elle représentait, mais pour ce qu'elle osait incarner, l'humain, dans toute sa complexité. « Je ne veux pas être une statue, disait-elle, je veux être un souvenir qui réchauffe. » Et elle l'est, un souvenir qui réchauffe, une étoile qui ne s'éteint pas.